Bien, mesdames et messieurs et chers collègues, j'ai le plaisir d'ouvrir en ce samedi 22 septembre les États généraux de la démocratie territoriale dans l'Oise, aux côtés de mes collègues sénatrices, comme quoi la parité a beaucoup avancé, Laurence Rossignol et Caroline Cayeux, respectivement à ma droite et à ma gauche. Il me faut excuser Philippe Marini, qui, au dernier moment, a été retenu, qui avait accepté de participer collectivement à cette opération. Je salue donc la participation également à nos travaux de notre ami Claude Gévert, le président de région. Vous êtes aujourd'hui nombreux, représentants des différents échelons de nos collectivités, et je vous remercie bien entendu de votre présence qui témoigne bien sûr de l'intérêt et de l'attachement que vous portez à nos territoires. Permettez-moi une petite incidente historique. Traditionnellement, lorsque les rois de France convoquaient les États généraux, c'était pour traiter d'une crise politique majeure. Les premiers, en tout cas, ont été initiés par Philippe le Bel en 1302. Et vous savez d'ailleurs comme moi comment se sont terminés les derniers États généraux de la monarchie. Et je ne suis pas certain que le président du Sénat, dont le nom résonne en quelque sorte comme un hommage à Philippe le Bel, au moment où il a lancé ces États généraux, ait pu penser un seul moment qu'il avait pour ambition d'aboutir à une remise en cause radicale de notre organisation territoriale, voire à une révolution. L'époque de la monarchie absolue et de la centralisation excessive est en effet bel et bien révolue, et depuis, d'ailleurs, nous n'avons cessé d'avancer vers la reconnaissance et l'autonomie des collectivités locales pour une république décentralisée, plus juste et très certainement, parce que décentralisée, plus efficace. Mais s'il n'est pas question aujourd'hui de révolution, il n'en demeure pas moins qu'il est urgent de répondre au malaise des territoires et de leurs élus qui, depuis plusieurs années, ont le sentiment légitime de ne pas être suffisamment reconnus et parfois, au contraire, stigmatisés ou montrés du doigt avec une relative complaisance des médias et parfois l'action désespérée de l'un d'entre nous, habitant du département voisin de l'Aisne. Il est temps donc, je le crois, de retrouver la confiance et le dialogue entre l'État et les échelons des collectivités territoriales. Un dialogue respectueux des points de vue des uns et des autres, mais aussi nourri de l'expérience et des compétences que nous avons acquises depuis 30 ans. La phase de consultation des élus locaux lancée à la fin de l'année dernière a suscité près de 20 000 réponses. Il s'agit là de la première enquête de cette envergure menée en France pour cerner à la fois le ressenti des élus et des collectivités, les besoins et les demandes qu'ils exprimaient. Vous avouerez que ce n'est pas rien. Nous ouvrons ensemble une deuxième phase qui me paraît essentielle, celle des rencontres locales, des échanges et des débats, afin de synthétiser, puis en quelque sorte de porter, pour rester dans la filière historique, nos cahiers de doléances, nos propositions aux États généraux qui se tiendront à Paris le 4 et 5 octobre prochains. L'enjeu de cette rencontre est donc simple. Face à la crise économique, sociale, financière, particulièrement dure que connaît la France, mais aussi l'Europe, l'effort de redressement des comptes publics dans lequel nous sommes engagés sera sans précédent, tant sont abyssaux les déficits des comptes publics, et les collectivités, bien entendu, seront appelées à y prendre leur part, par toute modeste, car ce n'est pas chez nous que les déficits se sont creusés, mais bien ailleurs. Mais ces efforts que nous aurons tous à accomplir devront, de mon point de vue, s'accompagner d'une répartition plus juste des dotations de l'État, avec la mise en place de dispositifs de péréquation verticale plus efficaces dans la redistribution des ressources entre les territoires bien dotés et les territoires les plus fragiles,
Car si la solidarité entre les collectivités est devenue une réalité depuis les lois de fer, elle reste à bien des égards imparfaite et il est de notre devoir de veiller à la maintenir, mais surtout à la renforcer. Si l'État doit bien entendu rester le seul à définir les grands axes des politiques avec, bien entendu, le Parlement, axes qui garantissent la cohésion nationale, les collectivités devront, quant à elles, être renforcées dans leur mission de mise en œuvre de ces politiques. Et je suis convaincu, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, que cette fameuse notion qui a longtemps occupé les esprits et les bons papiers des gazettes, ce fameux millefeuille, souvent décrié ces dernières années, et certains même ont eu l'idée saugrenue de vouloir supprimer un échelon ou plusieurs mêmes échelons, entre le rapport Balladur et la loi visant à créer le conseiller territorial. Bon, toutes ces aberrations sont fort heureusement derrière nous. Et à ce titre-là, je reste et resterai un ardent défenseur de la clause de compétence générale, qui offre à chaque collectivité la capacité de rendre le service public le plus efficace, ce qui n'interdit en rien la coopération entre les différents échelons territoriaux. Ici, d'ailleurs, dans ce département, nous en sommes un magnifique exemple. D'ailleurs, je me réjouis des déclarations récentes formulées par notre ancienne collègue Anne-Marie Escoffier lors des assises de l'Association des villes de France de 17 décembre dernier. Elle déclarait in extenso, je la cite, « Supprimer la clause générale de compétence des départements et des régions, interdire la participation de plusieurs collectivités sur un même projet, ou encore supprimer tel ou tel échelon de collectivité territoriale ne constitue pas des réponses adéquates à la hauteur des enjeux. » Est-il nécessaire de rappeler ici combien les collectivités territoriales ont su, par leur dynamisme, leur inventivité, suppléer le désengagement de l'État et la carence des initiatives privées. Je vais, pour étayer mon raisonnement, si besoin était, prendre quelques exemples parmi les plus probants. En matière de sécurité publique, et même Caroline Cayeux, en tant que maire de Beauvais, en est un bel exemple, la fermeture des gendarmeries nationales ou la diminution des effectifs de la police nationale ont conduit au renforcement des polices municipales, dont les effectifs ont augmenté de près de 35% entre 2002 et 2010. Imaginez quelle serait la situation sur cette thématique-là si les collectivités territoriales, dans leur ensemble, n'avaient pas pallié l'incurie des politiques nationales. Je pourrais multiplier les exemples à loisir. Pourrais vous parler, moi qui étais affublé du titre du premier sapeur de France ce matin par une gazette, vous parler du service départemental d'incendie et de secours, dont les collectivités territoriales assument près de 90% du fonctionnement au titre de l'échelon départemental, mais aussi au titre de la participation de l'échelon communal. Je pourrais parler encore plus savamment du déploiement du haut débit et du très haut débit sur les territoires, puisque les opérateurs privés se sont vus attribuer les zones les plus denses et on a laissé à l'ensemble du territoire et aux collectivités territoriales l'obligation, en quelque sorte, d'aller cibrer les zones les moins rentables. Mais nous reviendrons sur ces sujets, j'arrêterai là le propos. Simplement, pour parler cette fois-ci, et pour rester positif, de l'inventivité et de l'innovation au cœur des collectivités territoriales. Ici, Jean-Louis Copeau, au titre de l'Agence de développement des territoires de l'Oise, en est un bel exemple. Il n'y avait plus d'ingénierie publique avec la disparition des agents de la DDE ou de la DDA. Aujourd'hui, avec la DTO, ce sont 380 collectivités et qui traitent d'un volume d'affaires de près de 450 millions d'euros. Et on voit bien là aussi l'impact et le rôle des collectivités territoriales pour le retour à la croissance et l'activité notamment de secteurs
qui ne sont pas susceptibles de connaître les effets de la délocalisation. Je veux parler des travaux publics, du bâtiment, au titre de l'équipement de nos territoires. Avec aussi, et un sujet qui nous a parfois peut-être un peu séparés, mais qui est un sujet sur lequel les attentes de nos concitoyens sont puissantes, à savoir le logement, avec ici, dans le département, la création de l'EPFLE, que nous avons d'ailleurs construit ensemble, département, région et agglomération, pour construire des réponses que la ministre elle-même, lors du débat récent devant le Sénat, a considérées comme particulièrement pertinentes et qu'il faudrait, de mon point de vue, généraliser sur l'ensemble du territoire national, car nous avons généré un plan de pluriinvestissement de 54 millions d'euros qui génère ainsi, bien entendu, la production de près de 2500 logements supplémentaires qui n'auraient pu voir le jour si l'établissement public foncier local de l'Oise n'avait pas été créé par les élus des territoires. Enfin, la SAO également, qui traite des plus grands dossiers économiques de notre département, autour de la vigilante expertise de Jean-Louis Vandenbury. Je veux parler, à ce titre-là, du port fluvial de Longueuil-Sainte-Marie, dont nous allons porter les premiers travaux dans un horizon très prochain, et qui, là aussi, donne un signal fabuleux pour le Compiègnois et pour tout le département au développement de cette activité. Et puis, aussi, la volonté, dans une période de rareté de l'argent public, la création de la Capoise, première centrale d'achat de France, pour optimiser les achats publics que nous conduisons et en faire bénéficier l'échelon communal. Je pourrais poursuivre encore longuement l'énumération de toutes les actions que nous avons conduites. Vous le voyez donc, il nous faut préserver à l'avenir l'originalité de l'organisation politique et spatiale de notre territoire, qui constitue non pas un obstacle pour agir, mais bien au contraire une immense chance pour notre pays. Nos territoires sont autant d'espaces de démocratie, de vitalité, d'innovation. Nous sommes, en tant qu'élus locaux, détenteurs d'une connaissance fine du terrain, des atouts de notre économie, des difficultés que connaissent nos concitoyens, mais aussi des leviers possibles à même d'impulser des politiques ambitieuses, audacieuses, justes et souvent beaucoup mieux ciblées que si elles sont portées par la technostructure nationale. Mais pour cela, il me semble que les États généraux doivent être l'occasion de clarifier, et ce sera ma conclusion, 3 sujets essentiels que vous avez d'ailleurs parfaitement identifiés dans les questionnaires auxquels vous avez répondu pour engager ensemble un acte 3 de la décentralisation qui ne soit pas un bricolage supplémentaire et inutile. D'abord, premier sujet, l'inflation des normes, qui participe bien souvent d'ailleurs à la confusion entre les divers échelons et ralentit les politiques que nous souhaitons mettre en œuvre. 2 objectifs devraient nous mobiliser: la simplification des lois et règlements existants et l'élaboration de réformes structurelles menées non pas comme dans le passé, mais dans la concertation, qui soient plutôt perçues comme des obligations plutôt que des contraintes supplémentaires telles que les vivent aujourd'hui les élus. Deuxième échelon ou sujet déterminant, bien entendu, par lequel tout commence. Nous en parlions tout à l'heure avec le président de région, c'est le financement, avec la mise en place de nouveaux dispositifs performants, équitables et pérennes, car sans autonomie fiscale, les collectivités ne peuvent agir. Dotons donc les collectivités d'impôts en regard des compétences qui leur seront attribuées, dont elles pourront, et c'est là la vraie liberté, faire varier le taux, à condition que l'assiette soit réaliste, dans des conditions, bien entendu, définies par la loi, et améliorons significativement la péréquation dans ses dimensions horizontales et verticales. Et surtout, maintenons, et je le sais, c'est une demande puissante des élus,
un lien fiscal entre le territoire et l'entreprise. Ce lien, vous le savez, a été rompu dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. Troisième point, enfin, le statut de l'élu. Le statut de l'élu. Car les collectivités ne sont pas seulement des territoires et des populations. Vous êtes, vous, les élus locaux, les maillons indispensables du bon fonctionnement de notre République décentralisée, et la reconnaissance de votre action au service de l'intérêt général me semble plus que jamais primordiale. Ne donnons pas l'impression que nous barguignons de maigres indemnités, affichons audacieusement que le service de l'intérêt général a un prix, a un coût, et que la collectivité doit le supporter. Affichons clairement que le service et l'intérêt général ne doivent pas pénaliser les carrières ou le retour à meilleure fortune en cas de défaite électorale. Il faut donc que tous les acquis dont les élus sont les porteurs par l'exercice de leur métier retrouvent une validation et une reconnaissance pour éventuellement opérer une nouvelle carrière. Voilà, chers amis et chers collègues, quelques éléments de réflexion autour de ces 3 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes, bien entendu, bien loin d'avoir épuisé le sujet, mais je ne doute pas que nos débats seront fructueux et susceptibles d'alimenter les réformes à venir, car il faut rétablir ce lien de confiance entre l'État et les collectivités territoriales, qui sont une chance et non pas un handicap pour notre nation, et d'autant plus dans ces moments de crise économique. Voilà, mes chers collègues, les propos que je tenais à vous délivrer en introduction de nos débats.